Moi, les personnes qui m'ont fait le plus progresser dans la vie, c'est les personnes qui m'ont mis des tartes. Je pense qu'une partie de mon succès, c'est parce que j'ai su créer une école de commerciaux au sein de ma société où je leur ai appris à vendre de la bonne manière. Je ne suis pas là pour vous fourguer n'importe quoi, je suis là pour comprendre quel est votre besoin. Comment tu t'assures de ne pas être juste dans la force, allez je travaille, et prendre du recul pour identifier le petit changement qui d'ailleurs sans effort peut te faire décoller? En fait, ils ne comprennent pas que le succès, ce n'est qu'une succession de travail et moi, je viens d'une famille de l'Est de la France qui a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ma famille nous a beaucoup communiqué sur ce sujet-là. Et donc, le fait que je me suis dit, voilà, j'ai des grands-parents qui ont accepté de tout perdre pour rester français, plutôt que de devenir allemand, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient proposé aux Lorrains alsaciens de devenir allemands et de garder, de continuer à vivre normalement, de garder toutes leurs possessions. Mes 4 grands-parents, des deux côtés, maternels et paternels, ont dit non, on ne deviendra pas allemand, on restera français. Donc ils ont tout perdu, ils ont été expulsés. Et donc d'avoir entendu ces histoires et d'avoir baigné dans ce genre d'environnement, bien voilà, j'ai des grands-parents qui ont pris ce genre de risques, de décisions incroyables. Et je ne serais même pas sûr que moi je serais capable de la prendre aujourd'hui si j'étais dans la même situation d'ailleurs. Je me suis dit que voilà, si eux ils ont pris cette décision de tout perdre, voilà, c'est à moi maintenant de montrer que moi je peux tout gagner et qu'en plus j'ai rien à perdre. Et donc pour moi, chaque fois que j'ai eu des moments un peu difficiles, j'ai repensé à ça et donc je me suis dit que non, en fait c'était pas du tout difficile par rapport à ce qu'eux avaient vécu. Et surtout je me suis dit que je me devais de réussir quelque chose d'exceptionnel. Parce que j'avais 4 grands-parents, même pas que d'un côté, c'est des deux côtés, 4 grands-parents qui avaient pris cette décision. Vers l'âge de 10 ans, quand j'entendais toutes ces histoires incroyables, je me suis dit, moi je vais être général un jour. Pour que mes grands-parents aient plus à être déplacés, à tout perdre. Et puis en fait, vers l'âge de 12-13 ans, je me suis dit, en fait les guerres c'est très con, parce qu'en fait il faut tuer des gens, mais c'est horrible. Et puis en plus on gagne rien. Et c'est là que j'ai basculé sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est une forme de guerre. Il faut créer un produit, il faut créer une armée de commerciaux, une armée de développeurs, une armée de RH, une armée de DAF. Et donc cette armée doit être la meilleure du monde pour conquérir son marché. Et donc en fait j'ai complètement transféré cette démarche militaire vers une démarche business entrepreneuriale. Et pendant les 17 ans que j'ai créé et dirigé ProFCE, je me suis toujours considéré un peu comme le général en chef ou le général des armées en chef de ProFCE. Ça m'intéresse déjà que tu puisses partager rapidement ton parcours. On va rezoomer après, mais du coup aujourd'hui, sachant que tu as revendu ton entreprise et c'est un sacré succès, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et où est-ce que tu en es? Donc moi, la manière dont je me décris, c'est en fait un entrepreneur de la French Tech de la première génération, puisque j'ai créé ProFCE en 2000. Donc en 2000, pour rappeler le contexte, l'iPhone n'existait pas, on était en version bêta de PHP MySQL, les connexions Internet c'était du 56 kilobits, donc je sais pas si tu te souviens, mais... Si, je me souviens très bien des images qui chargent lentement. T'étais né ou pas? J'étais né, je me souviens des images qui chargent lentement. Voilà, très très lentement. Donc voilà, donc on était un peu fous, on s'est dit voilà, c'est le début de l'Internet, comme aujourd'hui d'ailleurs pour mon fils. Pour lui, c'est le début du Web 3.0. Il a l'impression en fait de revivre potentiellement ce que nous on a vécu en 2000, et je pense que c'est potentiellement vrai. Okay. Toutes les cartes peuvent être rebattues là dans les 5 prochaines années. Donc j'ai créé en 2000. Juste avant ça, j'ai travaillé pendant 5 ans pour une boîte américaine. Pas du tout dans la tech, dans le vêtement, le sportswear plutôt sport US. Et donc j'étais responsable des marchés européens et asiatiques. Donc j'ai eu 5 années assez extraordinaires de voyage dans le monde entier, et surtout d'apprentissage du management à l'américaine, du marketing à l'américaine, de la gestion RH, donc people, la gestion people à l'américaine, et l'ambition. Et je pense que si j'avais pas fait ce passage dans cette entreprise, et évidemment avant
à Babson College, qui est vraiment l'université aux US 100% entrepreneuriat centric depuis 1919. Je pense que j'aurais pas eu ce succès que j'ai eu en France, en tout cas en étant un entrepreneur de la première génération. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même un peu plus facile d'avoir du succès en tant qu'entrepreneur de la French Tech parce que tous les éléments sont réunis. Les fonds sont là pour abreuver de cash. Les clients sont là aussi. Maintenant, ça y est, les grands groupes peuvent acheter des services de start-up. Et les étudiants, aujourd'hui, veulent plus aller bosser comme à mon époque chez L'Oréal ou dans une grande banque d'affaires. Aujourd'hui, ils veulent bosser dans des start-up. Donc, tout est réuni aujourd'hui pour que la Startup Nation fonctionne bien. Mais à notre époque, c'était pas du tout pareil. Donc voilà, donc j'ai créé cette société en 2000. J'ai travaillé, j'ai expliqué ça dans mon livre pendant 17 ans avec une équipe fabuleuse qui s'est créée au fil des années pour finalement atteindre 500 salariés. Et en 2017, après 17 années de roller coaster, plutôt de moments très très difficiles les 4 premières années, et ensuite de montées vertigineuses pendant 13 ans et d'accélération massive pendant 13 ans. Je me suis fait séduire et donc j'ai vendu mon 3e enfant en 2017. Déjà, il y a plein de questions que j'ai envie de te poser avec ce que tu viens de dire. Comment ça t'a influencé justement cette culture à l'américaine, que ce soit... Et on peut séparer parce que c'est 3 choses différentes. People, marketing, et tu disais le premier, c'était opération ou... Alors ouais, people, marketing et surtout la valeur autour de la vente. C'est-à-dire le sales side, business development, le business development. Donc ouais, comment ça t'a influencé ? En fait, ça m'a influencé qu'en France, quand j'étais en école de commerce, tout le sujet de la vente, c'était un sujet qu'on n'abordait pas. Comme si c'était un sujet plutôt pour des personnes de 2e niveau. Nous, en école de commerce, on nous apprenait plutôt à devenir consultant ou à devenir banquier ou à devenir cadre, directement cadre comme ça d'un grand groupe. Et donc, moi, ça me manquait ce côté vente parce que je me suis toujours dit que la vente, c'était quand même le b.a.-ba de la création d'une entreprise et que sans passer par la vente, c'était impossible de créer une entreprise. Et donc, j'ai trouvé ce côté un peu dédaigneux qu'on avait des vendeurs ou des commerciaux. À l'époque, j'ai trouvé toujours ça un peu décevant. Quand je suis arrivé aux États-Unis, à l'université, j'ai pris des cours de vente. On m'a appris le fameux Vends-moi ce stylo, qui est sorti dans notre film culte, voilà, à tous. Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Premier cours de How to Sell, on m'a demandé Vends-moi ce stylo. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et moi, comme dans le film, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit, mon stylo, il est exceptionnel, c'est le plus beau, c'est le meilleur, il écrit super bien, tu vas l'adorer, etc. Et je me suis fait fracasser par le professeur, qui m'a dit, mais non, mais il m'intéresse pas du tout, votre stylo, c'est n'importe quoi, j'en veux pas, allez-vous-en, j'ai pas de temps à perdre. Et ensuite, il y a un 2e candidat qui est arrivé, un vrai Américain de New York, et il a dit à la prof, mais pourquoi vous aimeriez un stylo d'abord ? À quoi ça vous sert un stylo ? Et il a posé des questions. Et là, je me suis dit, mais ça y est, j'ai compris. En fait, je prends tout le problème à l'envers. Et donc, le côté instinctif d'essayer de survendre, en fait, c'est parce qu'on n'a pas confiance ou parce qu'on ne sait pas vendre. Et donc, lui, il est arrivé avec sa démarche, en fait, très sympa, très relax, de poser des questions, ce qu'on appelle maintenant la découverte du besoin, puisque ça y est, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Je me suis dit, bah oui, c'est exceptionnel. Et j'avais 18 ans. Et donc, quand je suis rentré en France, à 10 ans plus tard, à 28 ans, c'était toujours pas dans les mœurs de vendre en France. Et donc, je pense qu'une partie de mon succès, c'est parce que j'ai su créer une école de commerciaux au sein de ma société où je leur ai appris à vendre de la bonne manière. C'est-à-dire de la manière, je suis pas là pour vous fourguer n'importe quoi, je suis là pour comprendre quel est votre besoin, pourquoi vous avez besoin de mon service, et si mon service il répond à votre besoin, je vais vous expliquer comment il répond, et si vous pensez qu'il y répond réellement, on va trouver un terrain d'entente. Après, c'est pas une question de prix, c'est vous avez besoin de quelque chose, je vous montre que moi j'ai besoin de quelque chose, et donc on va trouver un accord, et ensuite je vais vous livrer le produit, et vous allez en être satisfait, ça va améliorer votre quotidien, et on va continuer à travailler ensemble sur le délai le plus long possible. Tu parlais des 4 premières années, les 4 premières années qui ont été
une galère. Tu peux un peu justement raconter qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on en parlait, je crois même juste avant de démarrer. L'entrepreneuriat qui est perçu comme ce long fleuve tranquille, facile, et on voit plein de trucs sur Instagram, des gens en Lamborghini, où ça a l'air d'être facile. Alors que je le vois bien après avoir fait des centaines d'interviews que ça l'est pas. Ça a été comment ces 4 premières années? Peut-être qu'on peut démarrer déjà. J'essaie de me souvenir, je crois que tu as été influencé par le fondateur d'Oracle, c'est ça? Ouais, absolument. Donc, si on partait du début, comment tu trouves l'idée de ProWebCE, de ce qui se passe au début, peut-être de l'euphorie de créer ta boîte, raconte-moi là que je puisse vivre au travers de tes yeux ces 4 premières années déjà. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, c'est Larry Page qui raconte à Babson comment il a eu l'idée de créer sa boîte et comment il est tombé sur cette idée qui est maintenant tout à fait normale, banale, mais à l'époque de créer un système d'information et de gestion pour les entreprises, c'était très nouveau. Sauf que moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai 18 ans ou 19 ans, je l'écoute et je comprends exactement ce qu'il raconte. Moi, je regardais autour de moi mes potes, ils ne comprenaient rien. Et moi, je comprends ce qu'il raconte. Je comprends que de créer un logiciel qui va aider des équipes à travailler de manière beaucoup plus efficace, ça peut avoir beaucoup de sens et ça peut être justement the next big thing, quoi. Ça peut être la prochaine révolution ou en tout cas un produit extrêmement intéressant. Et ça reste dans le coin de ma mémoire. Okay. Et donc, quand je réfléchis à créer ma société, j'y repense. Et c'est sur cette base que je crée évidemment ProWebCE. Sauf que évidemment, rien ne se passe comme prévu. Et lui, pendant, je ne sais plus, il a passé une heure avec nous. Il n'a pas du tout parlé des difficultés. Il a parlé que des côtés positifs. À ce moment-là, il existe déjà des softwares. La différence qu'il y a dans Oracle, peut-être ça c'est intéressant de la décrire. En fait, Oracle, c'était le logiciel principal pour les entreprises. Et en fait, moi, j'ai choisi de rentrer sur une niche qui est la niche des comités d'entreprise, qui en France est une niche énormissime, puisque les comités d'entreprise en France, c'est un marché de 15 milliards d'euros. Et très peu de personnes avaient compris ça à l'époque, en 2000. Et est-ce que c'est aussi le fait d'avoir un modèle qui est un peu le début du SaaS, c'est-à-dire le côté récurrent? Le début du SaaS, d'ailleurs le terme SaaS n'existait pas en 2000. Ouais. Le terme SaaS, il est arrivé en 2003-2004. Donc en fait, on était Monsieur Jourdain, quoi. On faisait des choses en les faisant et en les appelant sans le savoir. Donc oui, on a créé le début du SaaS. Donc moi, j'ai créé en fait le Oracle des CE. Et ce qui est assez marrant, c'est que assez vite, d'ailleurs, l'entreprise Oracle, ou en tout cas le CE d'Oracle, a été client de ProWebCE. Donc quand j'ai vu on était capable de signer le CE d'Oracle, le CE de SAP, le CE d'Accenture, de Capgemini, là j'ai commencé à me dire, ok, on est peut-être vraiment sur quelque chose où on peut faire quelque chose de très grand. Et donc dans cette phase-là, c'est quoi qui a été vraiment la galère? Donc la galère, c'est toujours pareil en fait. C'est que, et c'est ce que j'explique aux entrepreneurs avec qui je parle tous les jours, parce que maintenant c'est mon métier à 85% de mon temps, c'est d'aider les entrepreneurs via Tomcat Factory et Tomcat Invest, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure. C'est que c'est très différent d'avoir une idée et c'est très différent de l'exécuter. Tout le monde en a des idées tous les jours. Sur 7 milliards d'habitants, il y a peut-être 700 millions d'habitants qui, une fois par an, ont une super idée. Mais ceux qui sont capables de l'exécuter, il n'y en a pas 700 millions. Il y en a peut-être 700 000, voire 70 000 dans le monde entier. Et donc, en fait, l'idée, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'exécution de l'idée. Donc, tu crées ta boîte. Tu es inspiré par ce que tu as vécu à 18 ans, cette idée de créer un logiciel que tu vas vendre aux entreprises. Tu pars dans l'univers des CE. Déjà, sur le moment, je dis, mais comment ça se passe? Déjà, on va partir du day one. Quand tu as créé ta boîte, comment tu t'es senti? Alors, Day One, en fait, je l'ai créé pas du tout sur le CE, je l'ai créé dans l'environnement de l'e-commerce de vêtements à prix discount. Donc, c'était mon idée, ce que fait très bien maintenant VP et showroom privé, qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs. Donc on a levé des fonds pour ça, donc on était un peu trop précurseurs, puisque comme on a évoqué au début, les temps de connexion, les 56 kilobits à l'époque faisaient que de faire apparaître un t-shirt, ça pouvait mettre 3 minutes sur une page. Donc l'idée même de vendre un t-shirt, c'était déjà une folie. Mais voilà, on pensait que la technologie allait évoluer tellement vite que ça allait fonctionner. On s'est lancé là-dedans de manière prématurée, par erreur. Beaucoup de startups à l'époque levaient entre 5 et 10 millions de francs. C'était la mise initiale. Il y avait 6-7 fonds à l'époque qui existaient. Des petits fonds, des tailles de
20, 30, 40 millions d'euros. Aujourd'hui, évidemment, ça n'a rien à voir. Et donc, on a levé ça sur la base de ce concept. On a évidemment brûlé l'argent au bout d'1 an et demi. Et c'est à la fin de cette année et demie où on s'est dit, soit on laisse tomber, soit on pivote et on réfléchit à quelque chose d'autre. C'est comment en fait d'arriver à 1 an et demi pour toi, d'avoir grillé les fonds? L'idée fonctionne pas comme tu imagines, Internet n'est pas aussi prêt qu'aujourd'hui, t'as plus d'argent, c'est comment déjà? Moi, je me sentais très très mal vis-à-vis de mes actionnaires, d'avoir réussi à gagner la confiance de personnes et de devoir leur dire que on a tout perdu et on va devoir fermer la boutique. Pour moi, c'était très dur. Tu le vis vraiment comme une situation d'échec et de honte totale, où moi, je sortais plus. Je n'osais plus voir les gens. Le soir, je rentrais chez moi, après avoir bossé jusqu'au bout, 21h, 22h, je rentrais chez moi, je ne pouvais pas sortir, j'avais honte. Je ne pouvais pas aller voir mes copains, je ne pouvais pas aller voir ma famille, j'avais honte. Donc, tu es dans une démarche d'un côté de fermeture et d'un autre côté, une démarche de survie. Où tu te dis non, ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Je suis obligé de me sortir de cette histoire. Et donc, c'est là que le côté compétiteur est hyper important. Ton cerveau, ou tes muscles, ou tout ce que tu peux imaginer, se mettent en marche. Ils se disent, mais comment je peux me sortir de cette situation ? Comment je peux retrouver un début de lumière ? Donc, tu es dans tout noir. Comment tu peux retrouver un début de lumière ? Et donc, au bout de 6-7 mois, à être concentré que sur ça, tu trouves une solution. Donc, je trouve un nouveau marché. Le fameux marché des CE. Où je me dis, on va pivoter. Et tes associés à ce moment-là, ils sont dans la même démarche que toi ? Ils sont comment ? Non, ils ne sont pas vraiment dans la même démarche que moi parce que ils voient que c'est compliqué. On n'avait pas le même actionnariat non plus. Moi, j'avais beaucoup plus de parts d'ailleurs. Donc pour eux, le trade-off, il est très différent. Moi, je me dis, ok, je peux peut-être continuer et trouver une solution. Pour eux, ça devient compliqué, donc il faut qu'ils se replient et qu'ils repartent dans une situation de pouvoir trouver un salaire et continuer et peut-être faire autre chose plus tard. Donc c'est là qu'on se sépare effectivement. Et donc moi, je trouve cette idée de pivot. Mais c'est pas parce que tu trouves cette idée de pivot que ça y est, c'est gagné. Au contraire, en fait, tu redémarres from scratch. Et donc là, j'avais la possibilité de planter la boîte et de dire, ok, désolé tout le monde, 1,5 million d'euros perdus. On devait beaucoup d'argent au service public, URSSAF, Trésor public, ACDIC, etc. Ou tu te dis, non, je vais faire en sorte de rembourser toutes les dettes que je dois et je vais faire en sorte que mes actionnaires, finalement, gagnent de l'argent. Et donc, tu repars dans un mode guerrier total, d'où ce concept de compétiteur pur. Parce que quand tu repars dans un mode guerrier, mais que tu n'as même pas assez d'argent pour payer ta facture Monoprix pour manger le soir, et que tu ne payes pas ton loyer non plus, et que tu as ton propriétaire qui t'appelle, heureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable, qui t'appelle 3-4 fois par semaine pour te demander quand est-ce que tu payes ton loyer, c'est un peu compliqué de repartir en mode guerrier. Et c'est dans ce moment-là où il y a eu les huissiers qui sont venus chez toi ? Ouais, donc là, entre 2002 et 2004, j'ai dû j'avais les huissiers au bureau et chez moi 2 fois par mois à peu près, ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, c'est des gens très sympas qui en fait, dès que tu discutes, c'est des humains, en fait. C'est des humains. Et c'est ça le côté charmant, un peu le côté charmant français. C'est que malgré ce côté un peu difficile, ça reste des humains. Et je tombe notamment sur un qui me dit, mais tu sais, il n'y a pas de problème. Tu fais un chèque de 50 € et la procédure, elle s'arrête pendant 2 mois. Alors que je devais peut-être, je me souviens plus, je devais peut-être 100 000 €. Tu fais un chèque de 50 €, ça montre une forme de bonne foi, et la procédure, elle s'arrête. Pendant 2 mois. Donc, tu as encore 2 mois pour essayer de trouver le reste. Donc, c'est ce que je faisais. Je faisais des petits chèques. C'est énorme. Ensuite, j'ai un de mes associés américains qui m'explique que tu peux ouvrir un compte en banque, ce qui était illégal, je ne savais pas. C'est un de mes banquiers, au bout de quelques mois, qui m'a attrapé à faire ça et qui m'a expliqué que c'était illégal. Tu ouvres un compte en banque, dans une banque, tu ouvres un deuxième compte en banque dans une autre banque, et tu fais un chèque pour approvisionner le compte en banque de l'autre banque. Et en attendant, tu payes tes fournisseurs ou tes salariés de cette autre banque.
Et comme il y a à peu près 3 jours de délai entre les deux banques, les chèques passent. Après, c'est ce qu'on appelle maintenant la cavalerie, qu'on a vu sur La Vérité si je mens. Mais La Vérité si je mens, c'est sorti après 2000. Donc on savait pas toutes ces choses-là. Et donc voilà, donc tu es obligé de faire des choses un peu dans tous les sens pour terminer l'histoire. Ce fameux actionnaire américain, finalement, il pensait tout perdre en 2004. Et en 2012, il a fait 15x. On va y revenir. Spoil pas tout de suite. Mais c'est pas mal comme spoiler. Alors, j'essaie de remettre un petit peu la timeline dans mon esprit. Je me suis marqué que tu parles du rendez-vous avec Tom Monster. Bah, c'est lui. Voilà. De mémoire, il y a ce moment au restaurant aussi, ou à un bar. Ouais, un bar à New York. Ouais. C'est quand là dans la timeline? C'est quasiment au début. Donc lui, c'est 2000. C'est un de nos tout premiers investisseurs. Il nous a été présenté par un de nos business angels français qui venait de vendre sa boîte à Monster, qui à l'époque était une des plus belles success stories sur le Nasdaq. Raconte cette scène-là. Et est-ce que c'est ce gars-là aussi qui va te donner un conseil de comment opérer quand tu es dans un resto ou un bar? C'est lui. C'est lui. Ouais, il est énorme. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai nommé mon premier fils Tom, qui est né en 2003. Et d'où Tomcat D'où Tomcat. Voilà. Ok. Mais donc raconte cette rencontre avec ce gars. C'est un de nos premiers business angels. Il vient de vendre sa société à Monster, donc à Tom. Et il nous dit, voilà, moi je vais mettre un peu d'argent chez vous, mais si vous voulez, je peux vous présenter quelqu'un qui, lui, a beaucoup, beaucoup d'argent, mais il est à New York. Bon, moi, ça tombe bien, je connais très bien New York. C'est là où j'ai eu mon premier job. J'ai vécu 2 ans à New York. Donc, je dis, très bien, moi, je prends l'avion, je vais à New York, je vais le voir. Et je vais le voir avec mon associé de l'époque, François. On va le voir dans son bureau. Et là, on lui présente notre premier modèle. Donc, le modèle basé sur un modèle vente privée, showroom privé. On doit être en juillet 2000, je pense. Et pendant toute la réunion, il pose aucune question. Il nous regarde, à peine, limite, je bâille, j'en ai rien à foutre. Donc là, je me dis avec François, waouh, c'est mal barré. On a pris l'avion, on n'a pas d'argent et on va repartir comme ça, quoi. Mais à la fin, il a un petit éclat de lumière dans l'œil et il nous dit, bon allez, on va se prendre une bière en bas. Je dis ok, on y va. Et on va dans son bar préféré, juste en bas de du building de Monster à l'époque. Et là, il commande. Et c'est là, effectivement, comme tu dis, qui me donne cette première leçon énorme. Donc, j'avais 28 ans. Et je suis français, évidemment. Et il prend les 3 bières et il donne, je sais plus, il donne 10, 15 $ de pourboire au serveur. Je lui dis, mais pourquoi tu donnes 10, 15 $ de pourboire comme ça tout de suite? Et il me dit, bah, parce qu'on va rester là longtemps. Et si je lui donne 10 ou 15 $ tout de suite, tu vas voir qu'il va nous servir comme des rois. Il va revenir, dès qu'il va voir que notre verre, il est à peine moitié vide, il va revenir nous demander, est-ce que je peux vous servir? Et effectivement, ça a fonctionné. Et c'est là que j'ai compris la fameuse expression think out of the box. C'est vrai que nous, on est plutôt conditionnés pour réfléchir. Non, bah nous, on va attendre la dernière minute pour voir si le serveur il a été exceptionnel. Et quand on part et qu'il pourra plus rien faire pour nous, on va lui laisser royalement 2 €. Ce qui est complètement con. Alors que, effectivement, si tu donnes tout de suite un super pourboire, bah tu vas avoir une expérience client, parce que maintenant, ça y est, à l'époque, le terme expérience client n'existait pas en 2000. Aujourd'hui, l'expérience client est au centre de toutes nos discussions. Bah, c'est sûr que si tu donnes tout de suite une forme de gratitude à la personne qui va te servir, tu vas avoir une expérience client fabuleuse. Et maintenant, je fais ça souvent. J'arrive dans un hôtel, je donne de l'argent direct au voiturier, je donne de l'argent au concierge, à l'accueil. Et après, si je reste 5 jours dans l'hôtel, je suis traité comme un roi pendant 5 jours. Bon, donc ça, c'est la première leçon qu'il me donne. Et ensuite, on discute. Moi, j'essaie de savoir si ça l'a intéressé, parce qu'il a montré aucune, il l'a fait à la japonaise, il a montré aucune réaction physique ou même verbal pendant la réunion. Donc voilà, bon après moi j'y vais à la commerciale de base, je lui dis bah attends, ça t'a plu, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Et lui, pareil, c'est là qu'il me donne la deuxième leçon. Au lieu de me donner son feedback, où il me dit bah voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé, voilà ce que je pense, il parle pas du tout de ça. Il me balance qu'est-ce que tu veux de moi? C'est pas mal quand même comme question. Qu'est-ce que tu veux de moi? On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de réaction de quelqu'un. Quand tu lui dis « Qu'est-ce que tu as pensé de ma présentation ?» Tu as passé 1h30 à lui expliquer tout ton projet, tout ton rêve. Et lui, au lieu de te dire « Ouais, ça, j'ai trouvé ça pas mal, ça, j'ai trouvé ça moins bien. » Lui, il te dit « Mais tu veux quoi de moi, en fait? Pourquoi tu es venu là ?» Et là, tu es désarçonné, évidemment. Et je comprends pourquoi il fait ça.
parce qu'il veut voir quel type de personnage je suis. Et donc là, dans ma tête, je me dis, je suis obligé de lui répondre quelque chose, parce que si je fais une réponse où je botte en touche, bon bah là, c'est fini. Je vais le décevoir. Je sais qu'en tant qu'Américain, je vais le décevoir. Si je fais une réponse type classique, bah, je suis venu te rencontrer pour te présenter mon projet, puis pour voir ce que tu allais me dire, parce que je suis vachement intéressé par tes feedbacks, parce que toi, tu es un grand manager, donc ça m'intéresse beaucoup. Moi, je sais que si je réponds ça, c'est fini. Et mais par contre, il va continuer à boire 3 bières avec moi. Il va être très sympa. Et c'est fini il va filer un gros pourboire, un deuxième gros pourboire au serveur, et après, il va me dire, OK, bah, nice to meet you, salut. Et le français de base, il prendra ça pour de la superficialité. Il dira, ah, t'as vu ce con ? Il m'a fait venir à New York, j'ai passé 2 heures avec lui, il m'a en plus fait boire 3 bières, et après, il me rappelle plus. Mais non, c'est pas la superficialité. Il te rappelle plus parce qu'en fait, tu l'as pas convaincu. Tu lui as montré qu'en fait, t'avais peut-être pas the right stuff, et que t'étais peut-être pas un mec sur qui il voulait miser. Je lui dis, bah écoute, moi, c'est pas compliqué. Donc la boîte, elle faisait 0 chiffre d'affaires à l'époque. Je lui dis, et aujourd'hui, le chiffre que je vais donner, il fait rire par rapport au chiffre actuel, mais à l'époque, 1 million d'euros ou de dollars, c'était énormissime en 2000. 1 million de dollars, c'est l'équivalent de 15 millions aujourd'hui. Donc faire un seed à 15 millions, même aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je lui dis, moi, c'est pas compliqué. Moi, je veux que tu me donnes 1 million de dollars pour faire le premier gros SaaS français. Donc je lui donne un chiffre, parce que je savais que les Américains adorent les chiffres, et je lui donne une ambition. 1 million pour faire un gros SaaS ou le plus gros SaaS français. Et là, dans sa réponse, je vois enfin que j'ai réussi à craquer son armure. Et là, il me dit, j'apprécie ta réponse. Je m'en souviendrai toujours. Il me dit, j'apprécie ta réponse. J'apprécie ton honnêteté. J'apprécie ton ambition. Et là, pareil, à l'américaine, ce que j'ai jamais eu d'un Français de ma vie, je l'ai eu plusieurs fois d'Américain, il me dit « Ok ». Il dit « Ok, c'est go. On va être partenaires, toi et moi. Mais je vais pas te donner 1 million. Je vais d'abord te donner 200 000. Et ensuite, tu m'appelleras et on verra. » Et le deal était fait. Et ensuite, pour terminer l'histoire, de 2000 à 2004, c'est en partie lui qui a réussi à nous faire échapper à la dernière limite de la faillite, parce qu'entre 2000 et 2004, on était en faillite permanente, en renvoyant 100 000 $. Je devais l'appeler, 100 000 $, s'il te plaît, envoie 100 000 $, sinon quai de Corse, tribunal de commerce, on doit fermer demain. Et donc, c'est en partie lui qui nous a sauvés de la faillite pendant 4 ans. Comme je disais, quand il a fait son exit, il aurait pu passer à 0, mais comme il a accompagné, il a fait 15x. Donc sur 1 million, tu peux imaginer ce que ça fait, 15x. Ce mec, il a misé sur toi, tu as réussi à créer un truc en lui pour qu'il ait envie de miser sur toi. Le français qu'il connaît à peine, le fait qu'il puisse faire 15x, ça a eu quel sens pour toi? Bah, en fait, tu as deux manières de penser à ça. Soit tu as une manière, au moment où tu vends, tu te dis, bah, en fait, son million m'a coûté 14 millions à moi en tant que fondateur. Donc ça, c'est le côté, on va dire, négatif ou frustrant. Et moi, j'ai jamais pensé comme ça. Donc non, moi, je me suis dit, il a pris un risque de dingue, il m'a accompagné jusqu'au bout, il m'a fait confiance. Et donc, je suis hyper content, hyper satisfait. Et donc, je me regarde dans la glace tous les jours en me disant, bravo, t'as fait vivre une expérience à quelqu'un, tu lui as fait gagner de l'argent. Grâce à cet argent, il a réinvesti dans d'autres startups. Donc en fait, tu as plein d'effets ricochets positifs qui fait que tu lui as fait gagner de l'argent, mais surtout, tu as fait vivre un écosystème. Parce que derrière, il l'a pas mis en banque sur un livret A. Derrière, il a réinvesti, il a fait des choses, etc. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit « J'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans.
Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclus dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui n'est pas facile et intuitif à utiliser. Et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes. On a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines, quand tu es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques. On peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regardez HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, HB, gros coup de cœur. Par rapport aux séminaires réguliers, j'ai entendu vraiment tous les sons de cloche dans les entrepreneurs que j'ai rencontrés, accompagnés, etc. Certains qui ont mis des sommes incroyables, surréalistes pour moi dans leurs séminaires, d'autres beaucoup plus à faire attention aux coûts. C'est quoi toi ta vision justement d'un séminaire d'entreprise réussi? Là récemment, je ne vais pas citer l'entreprise, mais une entreprise qui a mis 6 millions d'euros dans leur séminaire. Ma réponse là-dessus, elle va être toujours dans la même démarche, qui est le respect de l'argent qui t'est donné par les autres. C'est-à-dire que si tu dépenses 6 millions, mais que tu fais 0 d'EBITDA, voire moins 10 millions d'EBITDA, et qu'en fait ces 6 millions, ça vient d'argent public, parce que tu as levé 100 millions, ça je suis 100% contre. Ça je trouve ça détestable même. Si tu fais 100 millions d'EBITDA, et que pour récompenser tes salariés, tu veux te faire une fête de 6 millions tous les 2 ans, ok, why not? Mais 100 millions d'EBITDA, 6 millions, ça fait déjà quand même beaucoup, quoi. Donc pour faire une teuf à 6 millions, il faut quand même plutôt être dans des EBITDA de 500 millions, voire 600 millions. Donc moi, je suis dans le respect de l'argent et dans le respect de la réalité. Moi, je ne supporte pas le brûlage d'argent. Et en plus, un séminaire, t'as pas besoin de faire des trucs de dingue. T'as pas besoin de payer des jets privés, t'as pas besoin de payer des sauts en parachute, t'as pas besoin de payer des trucs de dingue pour faire plaisir à tes équipes. Nous, on a toujours fait des séminaires qui nous ont paru à nous, à notre niveau, assez exceptionnels, mais qui ont toujours été dans le respect de nos résultats. C'était des pouillèmes de notre résultat, mais qui étaient quand même, à nouveau, hyper satisfaisants pour tout le monde. Parce que quand tu es une start-up, quand tu as 50, 100, 500, moi on est monté à 500 salariés, quand tu connais cette trajectoire de succès, rien que le fait d'être ensemble, c'est super, et de passer un moment ensemble, donc 48 heures ensemble, c'est déjà super motivant et tellement sympa de se dire, voilà, on travaille comme des fous, et donc deux fois par an, on va passer 48 heures ensemble, juste, alors on va faire un peu de présentation, évidemment, on va quand même présenter nos résultats et nos réussites, on va présenter tout un tas de trucs fun, les nouveaux produits, on va présenter les nouveaux salariés, on va présenter, etc., les nouveaux projets, les nouveaux plans, la stratégie, etc. Donc on va passer quand même un peu de temps à bosser, mais après on va s'éclater, et on va s'éclater dans des conditions tout à fait normales, c'est pas la peine de faire des trucs de dingue. Tu étais à Paris toi, hein? Nous, on était basé à Paris, on avait une dizaine de bureaux dans toute la France, toutes les grandes métropoles françaises. Et donc le séminaire, vous vous rassembliez en France? On a fait des séminaires à Saint-Tropez, on a fait des séminaires à Arcachon, on a fait des séminaires à Aix-les-Bains, on a fait des séminaires partout. Quand j'ai vendu, on a fait un séminaire à Ibiza. Bon, là, ça a été un peu over the top, mais ça n'a jamais été 6 millions d'euros. Donc on est 450 salariés à Ibiza, 3 jours.
Oui, et là, c'est pas pareil, c'est un symbole particulier. Ouais, Après, c'est un symbole particulier. Mais en tout cas, pour moi, ça doit être dans la corrélation du résultat de la boîte. Ouais, bien sûr. Tu peux pas faire des séminaires qui n'ont rien à voir avec la réalité de la boîte. Ou sinon, tu vas tromper tes salariés. Tu as levé 500 millions d'euros, tu fais 10 millions d'euros de pertes et tu vas aller claquer 6 millions pour faire un séminaire. Donc en fait, tu es en train, en creux, tu es en train d'expliquer à tes salariés que gagner de l'argent et avoir un vrai business, ça n'a aucun intérêt. Le seul truc qui est intéressant, c'est de lever de l'argent. Derrière, on va se prendre des bureaux de malades et on va aller se faire des teufs de malades. Et ça, non seulement c'est très court-termiste, mais surtout, c'est un manque de respect total pour les pauvres, comme on dit, la veuve de Carpentras, qui a donné tout son héritage à un fonds, et le fonds, il l'a investi dans un entrepreneur qui, lui, préfère claquer 6 millions dans un séminaire pour s'éclater, quoi. Ça, c'est hyper intéressant, d'ailleurs, la question un peu de fierté, humilité, d'arriver à rester humble. Toi, c'est quelque chose sur lequel tu es attentif. L'avantage des 4 ans de galère, c'est que ça aide à rester humble. Mais par contre, quand tu commences à te mettre à avoir des résultats, à avoir de la croissance, là, j'imagine, il y a plus d'enjeux d'arriver à rester les pieds sur terre. Donc, est-ce que tu as des anecdotes ou des apprentissages comme ça dans cette phase de croissance ? Bah, c'est pas compliqué. Moi, à chaque fois que j'ai commencé à croire que j'avais réussi, je me chopais une mauvaise nouvelle. Donc, il y avait un problème qui se produisait. Donc, quand tu fais du sport de compétition, t'apprends à gagner, mais t'apprends aussi à perdre. Et donc, t'apprends l'humilité avec le sport. Parce que t'apprends que la victoire, elle n'est pas permanente. La victoire, elle est que le fruit, en fait, d'une préparation, d'un travail acharné. Et donc, tu sais très bien que c'est pas parce que tu gagnes aujourd'hui que tu vas gagner demain. Et donc, si tu commences à attraper la grosse tête, bah, c'est le début de la fin. La grosse tête, c'est le début de la défaite. J'ai toujours cru en ça, j'ai toujours communiqué sur ce sujet auprès de mes équipes. Quand j'avais des salariés qui commençaient à prendre la grosse tête, parce qu'ils disaient « Ouais, putain, on est quand même les meilleurs du monde, on a racheté tous nos concurrents, on fait 25 millions d'EBITDA, on a 50 millions en banque, on est les stars ». Je dis non, les mecs, vous arrêtez vos conneries. Je leur mettais 2 claques. Demain, on peut se faire ubériser. Alors, le terme ubériser n'existait pas à l'époque, mais on peut se faire ubériser. Tout peut se passer. Il peut y avoir quelqu'un qui peut rentrer sur le marché, on ne l'avait pas vu. On peut avoir un problème de tech, on peut se faire hacker, il peut se passer plein de choses. Donc on reste focalisé, on reste humble, comme tu dis, et l'humilité fait partie des valeurs clés, pour moi, d'un entrepreneur qui veut réussir à long terme. Et toi, du coup, à quoi tu es attentif sur toi-même pour pouvoir arriver à te dire, là, attention, là, je suis un petit peu en train de tirer d'un côté. Rappelle-toi, on peut se faire hacker, on peut... Bah alors moi, comme j'ai été un sportif, comme j'ai essayé de faire de la compétition à haut niveau, mais que j'y suis jamais arrivé, par nature, je me prends jamais pour un champion. Donc moi, je me suis toujours rabaissé, en fait. Donc pour moi, même en ayant réussi des trucs de dingue, je me dis que c'est pas terrible en fait ce que j'ai réussi. Et donc comme je me dis que c'est pas terrible, bah voilà, j'ai pas la grosse tête quoi. Les rares fois où j'ai eu la grosse tête, je te dis ça s'est toujours mal passé. Je me suis toujours pris une baffe ou il s'est toujours passé un problème ou un truc et donc ça m'a tout de suite rappelé que non, il faut faire très très attention, que le succès il est fragile et que en fait c'est le succès c'est la suite logique d'une suite d'événements et de préparation et de travail. Et tu l'expliques comment justement cette baffe, la relation qu'il y a entre les deux? Bah c'est le manque de respect, c'est ça, c'est le manque de respect en fait. Si t'as pas le respect de ton succès, si t'as pas le respect des autres, si t'as pas le respect de ton travail, forcément tu vas te faire déglinguer par quelqu'un. C'est très facile à comprendre. L'humilité fait partie intégrante du succès. Après, le sujet, c'est que l'arrogance ou en tout cas la confiance, l'ultra confiance en soi, elle fait partie du système parce qu'on voit ça à la télé, on voit ça dans les films, on voit ça dans des histoires, dans des livres, etc. Mais en fait, c'est pas la réalité. Par définition, si on le voit dans des films, dans des séries et dans les livres, c'est que c'est pas la réalité. Donc des gens qui pensent qu'ils peuvent être invincibles, c'est des gens un peu bêtes. Qui ont cru que ce qu'ils voyaient à la télé, de se dire ah ouais, ce type-là, il s'est pris pour une star toute sa vie et c'est une star. Bah en fait non, ils sont trompés. Ou c'est comme les participants à la Starac qui comprennent pas, ils ont gagné la Starac, mais derrière ils vendent aucun disque. Ils comprennent pas qu'ils sont pas Madonna. Bah ils sont pas Madonna parce que Madonna, dès l'âge de 3 ans, elle travaillait 10 heures par jour et à l'âge de 15 ans, elle travaillait 20 heures par jour. Et à l'âge de 22 ans, elle a commencé à réussir. En fait, ils comprennent pas que le succès, ce n'est qu'une succession de travail et d'humilité.
Parce que s'il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus de travail. Et il n'y a plus de respect. J'ai envie qu'on parle des rachats parce que c'est vraiment une stratégie. J'ai pas eu beaucoup d'invités qui ont mis autant de valeur que toi sur cette stratégie-là. Avant d'aller sur ça, ce que tu viens de dire, ça m'intrigue. Moi, donc, je travaille énormément et j'aime ça. Et de l'autre côté, pour reprendre une analogie qui va te plaire, l'art de gagner la guerre, c'est pas l'art de gagner toutes les batailles, mais les batailles qui comptent. Et donc l'enjeu, parce que des fois, le problème quand t'es juste un hard worker, c'est que tu peux confondre... je sais plus comment c'est ce dicton, mais en gros, tu peux acharnement et intelligence ou acharnement et stratégie. C'est-à-dire pragmatisme. Voilà, cette idée aussi de comment tu t'assures à un moment donné de ne pas être juste dans la force, allez, je travaille, et prendre du recul pour identifier le petit changement qui d'ailleurs, sans effort, peut te faire décoller. Pour moi, c'est un arbitrage qui n'est pas évident entre gagner par la force et gagner par la stratégie. Tu as utilisé le mot, c'est le recul. Le recul et la hauteur. Donc, il faut être dans le combat, sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'un très bon leader, un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un helicopter style, c'est-à-dire qu'il peut voler ras du terrain et être vraiment au combat sur le terrain, mais il peut monter un petit peu, il peut monter encore plus haut et très très haut pour avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus complète et long terme. Donc un entrepreneur, comme tout leader, hein, il doit être capable. Et c'est ça qui est très difficile d'ailleurs de réussir une startup. C'est qu'en fait, ton temps, quand tu es manager d'une startup, il est quasiment passé sur le champ de bataille. Il est 99% passé sur le champ de bataille. À l'inverse d'un manager confortable d'une boîte d'une certaine taille, voire d'une très grosse boîte, où là, il fait plus que des cocktails et des déjeuners, des dîners et bosser avec des consultants. L'entrepreneur, il est sur le champ de bataille 99,9% de son temps. Ce qui lui laisse très peu de temps pour prendre de la hauteur, prendre du recul et analyser et se focaliser sur les bonnes batailles. Donc moi, la manière dont je fonctionnais, c'est que je t'ai dit, je me suis mis en mode un peu ermite pendant une dizaine d'années, hein. Entre 2000 et 2010, les 10 premières années de ma boîte, je les ai complètement sacrifiées en termes de vie personnelle. Bon, même si j'étais marié, même si j'ai fait des enfants, mais quand même, je les ai sacrifiées où je me suis mis en mode tunnel. Donc je bossais sur le champ de bataille de 7h à 22h. Et à 22h, j'entrais chez moi, je dînais, et ensuite je m'enfermais dans ma chambre pour prendre de la hauteur et du recul. Et prendre de la hauteur et du recul, pour moi, c'était principalement lire. Et c'était lire principalement des biographies. Ok, t'en as à recommander? J'ai tout lu, de tous les entrepreneurs, évidemment américains, anglais, indiens, même camerounais, chinois, allemands. J'ai dû lire en 10 ans, je lisais, je pense, une biographie par semaine. Et donc, quand je lisais ces biographies, je les lisais avec le prisme, comment j'applique ce que je lis dans l'expérience de cet entrepreneur à ma situation à moi. Est-ce que je peux tirer un enseignement de ce bouquin ? Et en fait, c'était comme si ça me nourrissait. Donc, je dînais, je rentrais dans ma chambre pour lire ces bouquins, et c'était ma deuxième nourriture. Mais j'avais vraiment, je t'assure, j'avais vraiment le sentiment que ça me nourrissait. C'est sûr. C'était une nourriture pour mon job d'entrepreneur. Ça me donnait l'énergie. J'avais mangé pour mon corps et après, je mangeais pour mon job d'entrepreneur. Et je dormais là-dessus et le lendemain, je me réveillais à 6h et j'avais emmagasiné tout ce que j'avais lu la veille et je le mettais en pratique. T'arrives à te souvenir d'exemples comme ça qui t'ont marqué? Un bouquin qui a vraiment transformé mon approche managériale et de la relation avec les personnes. Et moi-même, c'est un bouquin qui s'appelle Magic Power of Positive Thinking. Et donc lui, pareil, en séminaire, j'ai utilisé beaucoup de passages de son bouquin pour expliquer à mes équipes la puissance de la pensée positive. Et que donc, la pensée négative ou le négatif se communique beaucoup plus facilement que le positif. Ça, on le sait tous. Tout le monde aime parler de problèmes, du mauvais temps, etc. Donc la pensée négative se dissémine très vite dans les groupes, mais évidemment dans une entreprise aussi. Et donc, pour le côté engagement dont je te parlais tout à l'heure, si tu as une communication négative qui se propage de manière importante dans ta boîte, évidemment, tu peux pas avoir ce côté positif, fighting spirit, gagnant, etc. Donc j'ai utilisé ce bouquin pour, en quelque sorte, pas interdire, mais en fait, montrer que la propagation du négatif
était complètement contre-productif et pouvait nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais qu'à l'inverse, une pensée positive pouvait nous faire passer d'un petit groupe de 30, 40, 50 salariés à faire quelque chose d'exceptionnel. Ça, tu le communiquais en l'expliquant, par la parole? Voilà, je m'appropriais le bouquin. Et ensuite, présentation en séminaire où je diffusais cette bonne parole. J'encourageais mes équipes à lire ces bouquins aussi. Et ça a clairement participé à faire en sorte que les équipes soient engagées parce que la plupart des êtres humains, qu'est-ce qu'ils veulent? Bien sûr qu'ils veulent une vie confortable, bien sûr qu'ils veulent gagner de l'argent, mais ce qu'ils veulent, c'est vivre une belle expérience. Et donc, si tu aides un groupe, un collectif à réfléchir de manière positive et de manière constructive et de se dire, voilà, on va faire un truc ensemble, on va réussir un truc ensemble, bah forcément, ça inspire et forcément, tu te donnes un maximum de chances d'y arriver. Et c'est gagnant, 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 gagnant. Tout le monde est content. Tout le monde s'est dit, voilà, j'ai participé à cette expérience, j'ai grandi, j'ai appris. Ça a eu un impact évidemment énorme parce que la vie professionnelle, c'est 3/4 de la vie, là, en tout cas de la vie éveillée. Donc 3/4 de ma vie, j'ai vécu un truc exceptionnel. Et potentiellement, ça a eu un impact aussi très positif sur ma vie personnelle, donc sur le quart restant. En France, on a quand même un petit peu de résistance à toute cette manière de voir le monde, à cette manière de transmettre de l'énergie. On a tendance à vouloir fonctionner uniquement avec le cerveau gauche, être rationnel, ce qui a sa place, clairement. C'est fascinant que tu aies communiqué et transmis ça avec des collaborateurs qui sont français et qui potentiellement sont pas... Parce que ce que tu viens de dire aux États-Unis, c'est le livreur, il le comprend. Exactement. Mais d'un autre côté, je considère que c'était encore plus facile de le faire en France. Parce que comme ils n'ont pas l'habitude, comme les Français n'ont pas l'habitude de ce genre de discours, moi j'ai toujours considéré que ça faisait partie de mon job d'entrepreneur, de créateur d'entreprise, d'avoir un impact positif sur la vie de mes équipes. Et quand je parle de la vie, je parle de la vie professionnelle, mais je parle de la vie en général. Donc j'ai toujours considéré ce sujet-là comme étant un facteur clé de mon job et évidemment de notre succès collectif. Donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et comme tu dis, aux US, ils ont l'habitude. Le livreur Amazon, il a les discours, il regarde sur YouTube des motivation speeches de coach de basket ou de plein de choses. Donc il a l'habitude. Mais en France, comme ma démarche était assez inhabituelle, à l'époque, en tout cas en 2000, en fait, l'impact, il est encore plus fort. Et donc, ça a été potentiellement plus facile pour moi. Parce que c'était, pour beaucoup de mes équipes, peut-être même la quasi-totalité, c'était la première fois qu'ils voyaient un boss comme ça, qui leur parlait de cette manière. Donc, c'est pour ça qu'on m'appelait le gourou, souvent, dans la boîte. Ils se sont dit, voilà, c'est super. Donc, on est dans la bonne boîte, au bon moment, avec la bonne personne, et on va s'éclater ensemble le temps que ça dure. Question rapide, réponse rapide, tu peux prendre le temps si tu en as besoin. Est-ce que tu as une citation préférée? J'en ai plein. Il y a évidemment le work hard, play hard. Alors, le work hard, c'était un peu plus dur quand j'étais jeune. C'était plutôt play hard. Work hard en sport, mais pas aux études, pas en études. Le work hard, play hard, je l'ai senti réellement en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est sûr. Donc on travaillait dur, mais on s'est éclaté avec mes équipes. Sorties, séminaires, etc. Donc ça, c'est vraiment pour moi ce qui me définit potentiellement le plus. Ensuite, il y a think big, live big, love bigger. Love bigger, je crois que je l'ai rajouté. Think big, live big, elle existe beaucoup, celle-là. Love bigger, je l'ai rajouté récemment. parce que c'est important. C'est important de se dire que quand tu penses grand, quand tu as envie de vivre grand, qu'il faut aussi donner, aimer, etc. Et ça symbolise quoi pour toi, love bigger? Ça veut dire give back. Et c'est pour ça aussi la Tomcat, en particulier. C'est give back. C'est maintenant aider beaucoup, aider les gens à réussir, à avoir un bon parcours, à réussir professionnellement, mais comme tu dis, à vivre bien après. Parce que si tu réussis professionnellement, c'est pas pour rater ta vie personnelle, c'est pour vivre mieux. Donc il y a ça. J'aime beaucoup le fail fast, learn fast. Il faut prendre des risques. Et moi, je pense que j'ai pas pris assez de risques. Je pense que j'ai pris beaucoup de risques. Ouais, pour un Français, éduqué français, passer aux États-Unis à 18 ans, d'accord. Mais je pense que j'aurais pu prendre beaucoup plus de risques. Je pense que j'aurais pu embaucher plus vite, j'aurais pu viser plus de croissance, j'aurais pu faire mes rachats plus vite. Tu vois, j'ai attendu 6 ans avant de faire ma première acquisition. Alors, c'est vrai que de 2000 à 2004, j'étais interdit bancaire. Ma première acquisition, c'était 2006. Donc, on pourrait considérer que j'ai attendu que 2 ans pour faire mon acquisition, puisque je suis sorti de l'ornière en 2004.
Mais quand même, j'ai mis 2 ans. Mais bon, une fois que j'ai fait 2006, après j'ai fait 7 acquisitions en 2007. Mais quand même, je pense que j'aurais pu prendre beaucoup plus de risques. Et donc, un de mes sujets maintenant de bataille avec les jeunes entrepreneurs que je coach, c'est évidemment dans le respect de ce que je disais tout à l'heure, pas brûler de cash bêtement, etc. C'est cette capacité quand même à prendre du risque. Il faut passer par des échecs, mais une fois qu'on a survécu aux échecs, il faut accélérer très très vite derrière. C'est pour ça que souvent on voit que les boîtes qui réussissent le mieux sont les boîtes qui ont pivoté, qui ont connu l'échec la première, deuxième, troisième année, qui ont pivoté. Et une fois qu'elles ont trouvé le pivot, derrière, elles peuvent exploser. Mais souvent, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs qui ont vécu ces situations de tension et d'échec, ils pivotent, ça commence à décoller, et là, ils vendent. Et là, c'est la cata. Parce que là, tu t'es emmerdé, tu as souffert pendant 3-4 ans, tu commences à peine à faire décoller l'avion, et là, tu vends. C'est des boîtes qui se vendent à 10, 15, 20 millions d'euros. Et c'est dommage. Parce que si elles avaient tenu les 10 ans de plus pour faire décoller la boîte, l'exit aurait été beaucoup plus belle, mais même pas en termes d'argent, en termes d'expérience. Ils n'ont pas vécu toute cette croissance et toute cette accélération de succès. Donc en fait, ils ont souffert, ils ont connu le début du décollage, et à 3000 mètres, ils se disent « non, je sors de l'avion, je vends ». Donc en fait, ils ratent évidemment le cash, mais ils ratent surtout cette tranche de vie derrière qui est exceptionnelle, qui est de l'hypercroissance, qui est de faire grossir l'équipe. Je vois tes yeux qui brillent quand on parle. Voilà, parce que c'est tellement beau. Donc c'est un des sujets sur lesquels je me bats le plus avec les jeunes entrepreneurs, parce que c'est toujours pareil, l'être humain, quand il n'a pas vécu le truc, il ne peut pas le visualiser. On essaie de leur dire non, attends, c'est pas maintenant que tu dois vendre. Au contraire, tu dois rester 10 ans maintenant. Tu dois rester maintenant 10 ans collé aux manches. Vas-y, reste. Et non, ça marche pas. Ils disent non, là tu comprends, je peux prendre ça, donc je préfère vendre. Bon ok, vas-y, fais-le. De toute façon, je peux pas te convaincre. Donc vas-y, fais-le. Mais pour moi, c'est une erreur. Et comment tu choisis entre de la croissance, je sais pas comment on pourrait appeler ça, je sais pas si c'est organique le terme, entre une croissance où tu rachètes et une croissance où tu le ferais sans rachat, recruter des nouvelles personnes. Moi, c'est une question en ce moment que je me pose. Est-ce que je rachète des petites boîtes de formation, de prod et c'est quoi l'arbitrage qui permet de choisir en fait cette stratégie-là? Pour moi, c'était assez simple. Une fois, la première, c'est douloureux. Hein. La première, c'est douloureux, t'as peur. La première, parce que tu te dis, voilà, si je me rate sur ma première acquisition, ça peut complètement changer le cours de mon histoire. Parce que si je me rate, peut-être que ça va me faire couler déjà. Et deuxièmement, ça va peut-être me faire peur pour toutes mes prochaines acquisitions. Donc, ce qu'il faut bien gérer, c'est la première acquisition. Donc, il ne faut pas se tromper sur la première. Il faut être sûr que la première boîte que tu rachètes, ça va bien se passer. Et comment tu es sûr que ça va bien se passer? Il faut que tu aies un bon fit avec le fondateur d'en face. Il faut que vous ayez envie de bosser ensemble. Il faut que vous ayez envie de construire ensemble. Il faut que vous ayez des produits complémentaires ou des produits qui sont concurrents, mais en étant ensemble, tu vas tuer un concurrent. Il faut intégrer les équipes de manière parfaite. Et donc, il faut que 1 + 1 devienne 3. Donc ça, c'est la première acquisition. Une fois que tu as réussi cette première acquisition, derrière, tout peut t'arriver. Et derrière, il ne faut pas se priver d'enchaîner très vite sur de la consolidation. Mais sur ton marché, d'abord sur ton marché à toi, le marché que tu connais. Il faut que tu identifies tous les concurrents sur ton marché à toi et tu te dises, toutes ces boîtes-là, si j'arrive à les réunir, on va générer tant de synergies de chiffre d'affaires et tant de synergies de coûts. Et donc là, en fait, on est toujours dans des 1 + 1 = 3. Et le risque, c'est de se dire, en tout cas trop tôt, je vais commencer à acheter des boîtes dans d'autres secteurs d'activité pour complémenter mon offre. Et pourquoi c'est un risque ça? Parce qu'en fait, tu ne maîtrises pas vraiment ce qu'ils font eux, puisque par définition, c'est un nouveau business. Et donc, comme c'est un nouveau business, déjà, il y a moins de synergie. Et en plus, toi, en tant que fondateur, tu ne connais pas tellement leur business à eux. Donc moi, j'ai d'abord consolidé mon marché. J'ai racheté tous mes concurrents directs, frontaux, avec qui je me battais, avec qui on se battait. Il y en a qui étaient plus gros que toi? De la même taille. Au début, on était de la même taille. Ouais, même taille. Après, c'était un peu plus petit, parce que plus tu grossis, eux, ils grossissent pas, parce qu'eux, ils font pas d'acquisition. Et tu penses que donc tu n'aurais pas pu, entre guillemets, les battre sans les racheter? En fait, c'est tout le jeu. Le jeu, c'est d'abord de les battre un peu, de leur faire peur,
Et puis, quand ils ont vraiment peur, c'est d'aller les voir pour leur dire, bon, ok, on va peut-être arrêter la guerre et peut-être qu'on a plus intérêt à se réunir et à faire quelque chose de plus gros et de plus beau ensemble. Tu peux pas aller voir un concurrent et le racheter si tu lui fais pas peur. Ça, c'est sûr. Tu es obligé de lui faire peur. Comme quand le jour où tu vas vouloir te vendre. Le jour où tu vas vouloir te vendre, il faudra que tu fasses peur un peu à ton acquéreur. Sinon, il t'achètera pas. Si tu fais pas peur à ton acquéreur, il va pas te donner un gros chèque. Hein. Donc, c'est cette ambiguïté un peu complexe à gérer, que d'un côté, il y a cette compétition entre les deux, et qu'en parallèle, une fois que la fusion est faite, il faut réunir les équipes. Et donc là, il faut basculer en mode inverse. Là, on n'est plus en guerre, on devient de la même famille, et maintenant, on va attaquer l'autre. On est plus fort pour attaquer l'autre, d'où encore cette image militaire. C'est vraiment une démarche militaire. On réunit les armées pour pouvoir être plus fort pour attaquer l'autre. Mais toujours dans une démarche évidemment positive, de dire ensemble, on va être plus fort, donc on va apporter un meilleur service à nos clients, donc nos clients vont être encore plus satisfaits, donc ils vont encore plus acheter nos services et pas ceux de nos concurrents. Et évidemment, par ricochet, nos salariés vont être de mieux en mieux traités, puisqu'on aura de meilleurs résultats, et donc des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, la participation pour les salariés, etc., etc. Donc c'est vraiment une démarche globale. L'acquisition est dans une démarche complète et globale. C'est pas que genre je veux acheter mon concurrent juste pour me faire plaisir. Et le fondateur, lui, il restait combien de temps avec toi ? La première acquisition, moi, mon conseil, c'est de le faire avec la boîte qui est vraiment la plus concurrente, la plus frontale, et en espérant que le concurrent, le fondateur de ce concurrent, a un peu le même âge que toi et un peu dans la même dynamique que toi en termes d'objectifs. Et qu'en fait, tu arrives à le convaincre de te rejoindre. Et là, d'un seul coup, en fait, ça devient un late founder. Et si en plus, il est complémentaire de toi, là, c'est génial. Donc moi, ma première acquisition, c'était ça. C'était mon concurrent, notre concurrent frontal. Lui était basé à Lille, ingénieur, Gonzague. Moi, école de commerce, Patrice. Lui, il avait basé sa boîte principalement sur des ingénieurs. Moi, j'avais basé ma boîte principalement sur des commerciaux. Son produit était meilleur, notre force commerciale était meilleure, et c'est nous qui étions les plus gros en termes de taille. Parce que quand tu as des meilleurs commerciaux, c'est bien connu, les Américains savent, nous on ne le sait pas en France, mais même si ton produit est moins bon, si tu as les meilleurs commerciaux, tu feras plus de chiffres. Ça, c'est dans tous les cas de figure, ça fonctionne. Et donc, on a racheté la boîte de Gonzague. On s'est réunis, et comme on était complémentaires, qu'on avait le même âge et qu'il avait envie de continuer l'aventure, cette fusion, en fait, a fait beaucoup plus que 1 + 1 = 3. Et donc vous avez fini l'aventure ensemble ? Ouais, on a fini l'aventure ensemble. Il est resté jusqu'au bout de l'aventure, jusqu'à la vente à Edenred. Et il avait un rôle d'associé ? Il avait un rôle d'associé, il avait des parts dans la société, il est devenu DAF du groupe, et voilà, et maintenant il est partenaire de Tomcat Capital, et on continue à bosser ensemble.